Golnisch. Bonjour. Le personnel pénitentiaire subit en ce moment un nombre d'agressions assez impressionnant dans les prisons françaises. Des individus radicalisés s'attaquent à ce personnel, déjà rondement attaqué. Votre sentiment sur le sujet, est-ce que vous soutenez le personnel pénitentiaire? Est-ce que vous trouvez qu'on en fait assez dans les prisons? Le personnel de l'administration pénitentiaire, j'en ai reçu à plusieurs reprises ici les délégués. Je partage depuis très longtemps leurs préoccupations. Je suis moi-même allé il y a des années à la porte des prisons. J'ai visité les prisons, notamment celle de Fresnes. Je suis en relation, je vous surprendrai peut-être, même avec des détenus qui, notamment un détenu qui a repenti en quelque sorte, qui est condamné à une très longue peine, qui a été détenu au Maroc, qui est un Français, qui a été détenu au Maroc, et puis qui ensuite a fait l'objet d'une convention de transfèrement en France. Détenu pour islamisme. D'abord à Fleury-Mérogis, puis à l'heure actuelle à la prison centrale de Moulins, qui ne se cache pas de dire que les islamistes font davantage la loi dans les prisons françaises qu'ils ne le font dans les prisons marocaines. Comment y remédier? Je crois que c'est d'ailleurs pas seulement le problème des islamistes. Il y a des réseaux mafieux dans les prisons. J'ai des témoignages absolument hallucinants. Je sais qu'il y a des prisons, par exemple, où les détenus passant sur un étage supérieur urinent, voire défèquent sur les gardiens qui sont en bas. Par exemple, des choses comme ça, sans que l'administration réagisse véritablement. Je pense qu'il faut augmenter le nombre de places de prison, parce que c'est vrai que la surpopulation carcérale est un scandale, et plus encore celui des peines qui ne sont pas effectuées. Je pense qu'il faut renforcer la surveillance pénitentiaire. Il y a une administration pour ça. J'ai essayé d'entrer en relation avec cette administration. Je n'y suis pas parvenu. J'avais cependant des choses à leur dire. Bon, il faut également rétablir la discipline. Rétablir la discipline dans les prisons, c'est une évidence. Et je crois que les revendications du personnel de l'administration pénitentiaire sont tout à fait légitimes. Pendant ce temps, Emmanuel Macron se déplace à Calais. Calais, c'est l'Arlésienne. Est-ce qu'on peut régler le problème des migrants, des clandestins de Calais? Ben écoutez, il n'est pas le premier à s'être déplacé sur place et avoir dit que c'était réglé, ou avoir essayé de le faire croire. Alors que faire? En réalité, rien n'est réglé. Je dois dire que cette situation est absolument insensée. Et je vais vous dire, j'ai pitié d'un certain nombre de migrants. Je trouve assez lamentable que l'on emploie les forces de l'ordre pour lacérer leurs tentes, démanteler leur campement, etc. Deux choses l'une, où ces gens-là ont un titre quelconque à solliciter l'asile en France. Bon. Et à ce moment-là, leur cas doit être réglé, et le temps qu'il doit être réglé, ils doivent être placés dans des conditions décentes, voire d'ailleurs dans des conditions décentes qui peuvent être des conditions d'internement, si on veut s'assurer de leur personne, d'internement administratif. Bon. Ou bien ces gens-là n'ont rien à faire ici, et à ce moment-là, il faut les appréhender et évidemment s'assurer qu'ils sont reconduits dans leur pays d'origine. Mais je crois qu'il faut surtout un vaste plan de la communauté internationale vis-à-vis de ces pays d'origine, éventuellement un plan qui comporte la coercition. Quand nous envoyons, par exemple, sous le commandement d'ailleurs d'un contre-amiral français que j'avais interrogé, une force navale en Méditerranée pour surveiller les abords de la Libye, mais les plages libyennes sont sur plusieurs centaines de kilomètres aux mains des passeurs, des trafiquants, des djihadistes. Bon, eh bien, écoutez, il faut qu'il y ait une force internationale, de préférence d'ailleurs composée de délégations de pays arabes, qui mettent fin à ce scandale et qui débarquent sur place. Le Soudan, c'est pareil. L'Érythrée, il y a une espèce de tyran qui a établi le service militaire perpétuel. Alors, évidemment, les Érythréens fichent le camp. Le Soudan, ancienne colonie britannique, les Soudanais qui ne parlent pas un mot de français, mais qui sont pour la plupart quand même anglophones, arrivent et restent chez nous. On marche complètement sur la tête. Bon, encore une fois, il faut assurer le rapatriement
de ces gens-là et mettre fin à ce scandale à Calais. Sans transition, les opérateurs de téléphonie mobile en France ont annoncé la fin des zones blanches. Alors, c'est vrai qu'en France, il y a de moins en moins de zones blanches, ça c'est sûr. Ça dépend dans quel sens on prend le terme, oui, dans quelque sens qu'on le prenne. Hein. Bon, alors, les zones blanches sont en voie de régression. Alors si là, j'en juge par... les zones blanches de téléphonie mobile, si j'en juge pardon. ma visite, mon passage dans certains quartiers parisiens, aux environs de la gare du Nord ou autre. Oui, oui, les zones blanches, c'est-à-dire, là, dans le sens où vous le prenez, celles où les réseaux téléphoniques ne passent pas, il serait temps, parce que ces compagnies bénéficient, je ne dirais pas d'un monopole, mais d'un oligopole de fait. D'entente, généralement je ne sais pas s'il y a des ententes illicites, mais en tout cas, je ne peux pas dire que l'État français favorise une concurrence acharnée entre eux, n'est-ce pas? Bon, et ils ont beaucoup d'avantages. Ces licences doivent comporter des obligations, et c'est absolument insupportable. Je dois dire, moi-même qui habite un village de 600 habitants, à 48 km de Paris, c'est pas la brousse en principe. Je dois dire que je rame désespérément parce que très régulièrement, mon abonnement Internet qui est vendu pour être du haut débit est en réalité un très 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 petit, très bas et très lent débit quand ça ne bloque pas complètement. Bon, je m'abstiendrai de donner le nom de l'opérateur, mais si ça ne s'améliore pas, la prochaine fois, je le donnerai. Bon, eh bien, c'est évidemment extrêmement gênant sur le plan professionnel. Et puis, c'est une compensation naturelle, le fait de faire disparaître ces zones blanches, au fait que maintenant, les postes suppriment les cabines téléphoniques. Alors, c'est dépassé la cabine. C'est peut-être dépassé, c'est dépassé à condition qu'au moins les téléphones portables puissent fonctionner et que les ondes passent. Sur fond de crise de lait, c'est aujourd'hui le scandale Lactalis avec la salmonellose. Le PDG de Lactalis est resté très silencieux. Vous l'accusez de son silence comme un petit peu l'ensemble de la classe politique? Non. C'est pas ça le problème, à mon avis. Il y a pourtant un scandale sanitaire. Tous les médias tombent à bras raccourcis sur le PDG de Lactalis au motif que c'est un homme qui a fait choix de discrétion sur le plan médiatique. Comme s'il y avait une obligation pour certains leaders d'industrie de s'exposer, de faire de l'esbrouf, comme on en a vu certains en faire, que ça n'a pas empêché de couler les entreprises qu'ils dirigeaient, ou d'avoir une gestion absolument calamiteuse. Moi, ce n'est pas ce que je reproche à Lactalis. Je vais peut-être vous choquer, mais a priori, je ne leur jette pas non plus la pierre. C'est une très grande, très vaste entreprise. Il y a ce problème de la salmonellose, mais toute contamination n'est pas forcément un scandale. On sait que dans les endroits les plus sécurisés du monde, que sont les hôpitaux, il y a parfois des attaques de salmonellose. Bon, là, nous avons eu 40 nourrissons contaminés. C'est effectivement dramatique pour eux, pour leurs parents, mais j'observe que, fort heureusement, il n'y a eu aucun décès. Bon, dans le même temps, il y a des centaines, des milliers d'enfants du tiers-monde qui sont morts de faim, et ça ne fait pas, dans quantité de pays que je puis vous citer, ça n'a pas fait une ligne. Et encore un attentat, il y a 3 jours, qui a fait 40 morts et d'innombrables estropiés à Bagdad, et ça a fait 3 lignes dans la presse. Alors, ces gros producteurs, enfin quand même, les coopératives laitières font de gros bénéfices. Oui, c'est ça qui me préoccupe. C'est quand même au sacrifice le problème, c'est que Lactalis a acquis pratiquement une position dominante et est en mesure, de ce fait, de fixer le prix du lait. Le lait, c'est une denrée éminemment périssable. Si les producteurs de lait ne trouvent pas preneur le jour même, ou dans les 24 heures, le lait, il est bon à acheter. Bon, et par conséquent, ça, c'est une situation dramatique. Moi, je pense que le prix du lait devrait être fixé avec une marge suffisante pour permettre à nos producteurs de vivre décemment, et qu'il ne doit pas être fixé simplement sur le bon vouloir d'acheteurs qui sont dans des situations
monopolistique ou oligopolistique. C'est ça, à mon avis, le problème Lactalis, très au-delà de ce que l'on a décrit généralement. Enfants qui sont de moins en moins la passion des Français, des couples français, puisque les derniers chiffres sur la natalité eh bien, annoncent 1,88 enfants par femme. C'est la moyenne de 1997, on retombe à cette moyenne. Et encore, à mon avis, ceci est dû à une fécondité beaucoup plus élevée chez les familles issues de l'immigration que sur les familles françaises d'origine. Je pense par conséquent que ce chiffre, qui est inférieur au seuil de remplacement des générations, nous remet, je tirais la sonnette d'alarme quand nous prétendions avoir des chiffres supérieurs, déjà, car je crois que si nous avions des chiffres supérieurs à nos voisins, c'était simplement par l'effet du laxisme de notre code de la nationalité, qui considère que même quand un enfant naît d'un père et d'une mère de nationalité étrangère, il a automatiquement la nationalité française ou vocation à la nationalité française, et il apparaît comme tel dans les statistiques dès lors qu'il naît en France. Bon, c'est un problème absolument dramatique. Mais dans cette enceinte, hier, par exemple, on avait, il paraît-il, qu'il y a un candidat à l'élection italienne qui a dit « mais nous risquons de voir, si ça continue comme ça, l'extinction de la race blanche ». Alors là, c'était un concert d'indignation. Comment il a dit race, il a prononcé le mot race, c'est affreux. Bon, ces gens-là ne seraient pas gênés de parler de l'extinction de la race ou de l'ethnie ou de la tribu des Pygmées, par exemple, qui sont menacés en Afrique. Et on s'en désolerait. Mais comme il s'agit des Européens, eh bien, l'instinct suicidaire qui prévaut dans cette Assemblée fait qu'on ne s'en désole pas. Et qu'au contraire, c'est le proverbe chinois qui dit quand le doigt montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. C'est exactement ça qui se passe. Je crois que c'est un problème extrêmement grave qui est lié aussi à une démoralisation générale, au fait que tout a été fait dans notre société et continue d'être fait à travers les campagnes actuelles, soi-disant contre le sexisme, le harcèlement, les violences conjugales et autres phénomènes qui peuvent avoir leur réalité, mais qui est malgré tout marginale, revendication pour une parfaite interchangeabilité des rôles des hommes et des femmes dans absolument tous les domaines, quotas, etc. Tout est fait pour dissuader les femmes d'un des rôles les plus nobles et qu'elles seules peuvent accomplir, c'est-à-dire la transmission de la vie. Eh bien ça, je crois que c'est dramatique, et de cela, peut-être, nos sociétés mourront plus que de la situation économique, du chômage ou de l'insécurité. Bruno Gollnisch, Madame Claire Tesson, journaliste à France 2, veille à ce que vous parliez dans vos interrogations de sujets européens. De problèmes européens, oui. Par conséquent, veuillez j'ai stigmatisé le comportement de la majorité de ce Parlement déjà à l'instant. Mais... Oui, bien sûr, mais hier, mardi, il a mis au vote une proposition de la Commission s'agissant de la pêche, sur la possibilité pour les chalutiers des entreprises maritimes de pêcher au filet électrique. Avez-vous, ce débat a soulevé une grande opinion. J'ai reçu les marins pêcheurs, cette fois du nord de la France, parce que c'est surtout eux qui sont concernés par le fait que la plie, la sole sont écumés par des navires puissamment armés, je dis armés au sens d'un armateur, pas avec des canons bien sûr, notamment hollandais principalement, qui font main basse sur les stocks halieutiques, comme l'on dit, c'est-à-dire sur les stocks de poissons qu'il faudra d'ailleurs des années, semble-t-il, pour reconstituer. Ces gens-là, ces malheureux pêcheurs, petits pêcheurs du Nord, vivent d'une situation absolument dramatique. Je suis heureux quand même que l'on soit parvenu à une résolution qui paraît restreindre, pas supprimer complètement, mais restreindre cette affaire de pêche électrique qui est très grave. J'étais, il y a 2 mois à peine, auprès des pêcheurs cette fois en Méditerranée, de Sète, qui font face, eux, à d'autres problèmes. Mais là aussi, une partie de leurs bateaux ont été envoyés à la casse. Là aussi, ils sont sujets à des contraintes qu'ils n'arrivent pas à satisfaire et menacés de disparition. C'est très grave,
parce que les ressources maritimes sont des ressources extrêmement importantes, parce que nous avons l'un des plus importants domaines maritimes du monde, que nous devons pouvoir continuer à l'exploiter par nous-mêmes, et que la profession de marin-pêcheur est une profession extrêmement difficile, extrêmement pénible, et que généralement elle se transmet en quelque sorte de père en fils, et que quand nos marins-pêcheurs auront disparu complètement, on n'arrivera pas à reconstituer une flotte de pêche. Il y a quelques heures encore, ce mercredi, le Parlement a organisé un nouveau débat sur le thème Russie, l'influence de la propagande sur les pays de l'Union européenne. Oui, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire, mais c'est inouï. C'est vrai que cette assemblée qui n'a rien d'autre à foutre, pour parler, pardonnez-moi l'expression, la vulgarité, se dit « Ah, c'est abominable, nous sommes sujets à la propagande russe ». Vous avez vu où de la propagande russe en France? Moi, j'ai vu de la propagande de beaucoup de milieux, de beaucoup de lobbies, de beaucoup de groupes confessionnels, politiques, etc. Je vois beaucoup de propagande américaine, notamment par l'influence somme toute assez naturelle des feuilletons. Une fois passé l'émission Télématin, c'est-à-dire les actualités du matin sur France 2, vous avez droit à 2 feuilletons américains. Le reste du temps, le soir, ce sont que les feuilletons américains et ainsi de suite. CNN, ça n'est pas une influence CBS, politique, etc. Ah, vous croyez qu'à travers CNN, qu'à travers CBS, qu'il n'y a pas d'influence politique? Vous croyez, par exemple, que la fondation des Young Leaders, qui est financée directement par les États-Unis d'Amérique et qui attire à elle un certain nombre de jeunes élites françaises que l'on retrouve comme par hasard ensuite dans nos gouvernements, ça n'est pas non plus un élément d'influence. Mais je n'en veux pas aux États-Unis d'essayer d'exercer de l'influence. Mais quand on me parle de l'influence de la Russie sur l'opinion publique européenne, écoutez, si on se laisse influencer par la Russie, c'est qu'on est bien bête. Moi, je suis favorable à de bonnes relations avec la Russie. Je n'ai pas besoin d'être influencé par la Russie pour ça. Donald Trump, à vos yeux, est-il fou? Non, je ne le crois pas du tout. Bon, bien sûr, tout sera utilisé pour essayer de dégommer ce type qui est dont la présence est insupportable, surtout à la fonction qu'il occupe, naturellement, à l'establishment politico-médiatique américain. Alors, il est extrêmement urticant pour ces gens-là. Je ne suis pas toujours d'accord avec M. Trump. J'estime parfois qu'il prend des décisions inconsidérées, qu'il prend des décisions intempestives. Mais M. Trump, c'est une facette de la mentalité américaine. C'est le cow-boy. C'est le cow-boy, voilà. Il ne s'embarrasse pas sur beaucoup de sujets, de nuances. C'est un homme qui agit, c'est un homme qui tranche, c'est un homme qui sait ce qu'il veut, qui ne s'embarrasse pas de politiquement correct. Alors évidemment, de temps en temps, il y a une expression qu'on trouve malheureuse, que dis-je, malheureuse, qu'on trouve abominable, qu'on a surpris dans sa bouche, alors que n'était pas d'ailleurs forcément destiné à être rendu public, etc. Mais tout ça n'en fait pas du tout un cinglé, et je n'ai pas besoin d'attendre les résultats des examens médicaux que l'on a pratiqués sur lui pour le savoir. J'estime que son comportement jusqu'à présent est très rationnel, même si je ne partage pas ses raisons. Je vois bien quelle influence il subit quand il s'en prend à l'Iran, par exemple, ou quand il déclare que reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. Mais je le vois bien, mais ça ne me paraît pas irrationnel, malheureusement, serais-je tenté de dire. Plus proche de nous, l'organe d'investigation Mediapart a publié ce 14 janvier une série d'articles concernant les dessous de la campagne présidentielle du Front National. Ces révélations font d'ores et déjà couler beaucoup d'encre. Est-ce que vous avez un commentaire à faire à ce sujet? Oui, enfin, il y a deux choses. Alors, Mediapart, organe d'investigation très marqué à l'extrême gauche, qui est, nous n'oublions pas, dont le directeur et fondateur, M. Eguy Plenel, était un trotskiste. Trotskiste qui a été en charge, d'ailleurs, pendant très longtemps, du Front National.
n'est-ce pas, avec, c'est vrai, son compère Alain Rolla, qui lui était communiste. Alors d'ailleurs, nous allions dans les ambassades. Je me souviens qu'un jour, à l'ambassade du Japon, on disait, vous savez, le Front National, disait M. Nakasone, le Premier ministre japonais, vous savez, nous n'avons pas reçu de très bonnes informations sur vous. Mais d'où venaient les informations? Les informations venaient de l'ambassade de Paris. Que faisait l'ambassade de Paris? Il y avait un certain nombre de jeunes secrétaires d'État, de jeunes secrétaires d'ambassade qui étudiaient, connaissaient le français, qui traduisaient laborieusement les articles du Monde. C'est-à-dire qu'ils étaient informés par un trotskiste et par un communiste sur la réalité du Front National, dans un journal dont on dit aujourd'hui qu'il porte le référence et qui porte le ministère de la Vérité. Alors, monsieur Plenel, enfin ses amis ou subordonnés, je ne sais pas comment il faut dire, ont sorti, c'est vrai, deux choses que je trouve extraordinairement déplaisantes. D'abord, je trouve toujours les fuites, quand elles viennent de l'administration du Front National, déplaisantes. Mais d'abord, il y a une série de fiches. On s'aperçoit qu'effectivement, les candidats aux élections étaient fichés par une équipe de jeunes gens, de freluquets, dirons-nous, dont la plupart n'avaient jamais collé une affiche, ni milité, ni s'étaient pris un coup sur la figure en défendant une réunion du Front National, qui débarquait là fraîchement et qui tenait méthodiquement des fiches sur tel ou tel. Et alors on s'apercevait qu'une telle allait à la messe à Saint-Nicolas du Chardonnay, que telle autre avait défendu la mémoire du maréchal Pétain, mais que... C'est de nouveau l'affaire des fiches, on est revenu en 1912. Un troisième avait de la sympathie pour des identitaires, mais moi j'ai défendu la mémoire du maréchal Pétain, j'ai de la sympathie pour les identitaires, et il m'est arrivé d'aller à la messe à Saint-Nicolas du Chardonnay, et je les emmerde. Je dis ça rétrospectivement. Mais je trouve que ce climat de délation que révèlent les fiches de cette fine équipe, à moins que ce soit une forgerie complète, il faut toujours réserver le cas, est quand même tout à fait problématique. C'était d'ailleurs un autre grief exprimé dans ces fiches, de préférer Bruno Gollnisch à Florian Philippot. Oui, préférer Bruno Gollnisch à Florian Philippot. Mais moi, je n'en ai jamais voulu, par exemple, à quelqu'un qui préférait Florian Philippot à Bruno Gollnisch. Et je n'en ai jamais fait. J'ai été membre de la commission d'investiture. Je demanderai d'ailleurs à Marine Le Pen à y revenir. Je m'en entretiendrai avec elle parce que j'estime qu'il faut rééquilibrer tout cela et que ce genre ce système extrêmement désagréable doit changer. Bien sûr, il est tout à fait naturel qu'on se préoccupe de l'honorabilité de nos candidats, mais pas, à mon avis, qu'on aille jusqu'à ce flicage extrêmement déplaisant. Et puis alors, il y a aussi, alors là c'est très révélateur, lui il joue le rôle de balance, le jeune Michael Herminger, qui est un garçon qui est arrivé là aussi comme ça, à qui on a donné des responsabilités sans doute extrêmement importantes, puisqu'il s'occupait du pôle santé. N'étant pas particulièrement parmi les plus qualifiés pour cela. Il l'est bien moins, par exemple, que mon ami André Morin, professeur de médecine, qui est un des plus grands anatomistes internationaux. Mais on a confié à ce garçon des responsabilités sans qu'il n'ait jamais fait grand-chose pour les mériter. Et maintenant, il vient cracher dans la soupe et dire à quel point la campagne de Marine Le Pen n'avait rien de professionnel, c'était l'amateurisme, etc. Voilà. Et je dois dire que ce genre de comportement me suscite de ma part exclusivement, je dois dire, du mépris. Mais ce que je souhaiterais, je m'en entretiendrai avec Marine Le Pen, c'est quand même qu'à l'avenir, on soit peut-être plus vigilant dans le choix des personnes à qui on confie des responsabilités. Et qu'on n'ait peut-être pas trop tendance à faire confiance à des gens qui n'ont pas fait leurs preuves, et en revanche, à ne pas suffisamment tenir compte de ces qualités essentielles que sont le courage, la constance, la fidélité et la fermeté dans les convictions. Bruno Gollnisch, bonne fin d'après-midi. On vous laisse retourner à votre session et à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.